Un parcours qui nous a fait sombrer de plus en plus profondément. Depuis le mal de Macbeth, la séduction ambivalente de Don Juan, la destruction des maisons dangereuses et puis le désenchantement de Lorenzaccio, nous mène fort heureusement à un sursaut, et à un sursaut qui répond à une décadence. En effet, le moment Cyrano est un moment fin de siècle. Une fin de siècle qui ressemble à d'autres. La fin de siècle juste avant la Révolution, déjà éprouvait cette espèce de fièvre, de lassitude, de sentiment d'arriver au bout d'un cycle jusqu'à une explosion. Nous avons vécu, semble-t-il, une fin de siècle au siècle dernier. La question est en sommes-nous sortis. En tout cas, au XIXe siècle, il y a ce moment particulier, et Cyrano écrit en 1897, et comme une réponse, comme une sorte de cri, et un cri d'enthousiasme, qui va d'ailleurs enthousiasmer depuis, et n'a jamais cessé d'enthousiasmer, tous ceux qui l'ont vu, lu, ou qui en ont appris des vers, puisque les vers de Cyrano s'impriment. C'est un héros qui se caractérise par son panache, dernier mot que prononce Cyrano avant de mourir, et ce panache est une chose qui flotte, une chose qui exprime l'esprit, un certain esprit auquel Edmond Rostand, qui n'a même pas 30 ans lorsqu'il écrit la pièce, fait appel pour conjurer un temps qui est un temps vécu comme une profonde décadence. Alors, qu'est-ce que cette décadence moderne, à laquelle Cyrano va constituer une réponse? Eh bien, c'est un moment particulier, caractérisé d'abord par une mise en cause, un questionnement, un soupçon généralisé sur tout un ensemble de valeurs, de notions qui étaient considérées comme stables, en tout cas comme des socles. On pourrait considérer que, en cette fin de siècle, plusieurs figures, plusieurs penseurs ont contribué à exprimer ce questionnement, cette ruine, cette mise en cause. Le premier, c'est clairement le philosophe allemand Schopenhauer. Schopenhauer, philosophe qui a écrit une œuvre restée totalement inaperçue au moment où elle est composée, qui s'appelle Le monde comme volonté comme représentation, et Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, donnait ses cours en Allemagne au même moment précisément que le grand philosophe Hegel, dont il se pensait le concurrent direct. Mais Hegel avait beaucoup de succès, Schopenhauer absolument pas, et Schopenhauer passe à peu près inaperçu au début du XIXe siècle lorsqu'il professe ses théories. Il faut attendre un peu de temps, mais à partir du milieu du siècle et surtout des années 1860-1880, Schopenhauer devient une star. C'est-à-dire que ses écrits sont absolument véhiculés partout en Europe, sont vulgarisés, ils deviennent une sorte de bible de référence. Pourquoi? Eh bien parce que Schopenhauer est l'inventeur d'un système, en tout cas d'une pensée, le pessimisme. Ce pessimisme est la réponse à Leibniz. Leibniz, vous savez qu'il avait dit « Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles », et Leibniz, qui est le penseur d'une philosophie qu'on pourrait appeler l'optimisme, c'est-à-dire optimum, c'est le meilleur des mondes possibles. Dieu a composé un monde de la meilleure façon possible, il avait le choix, et nous vivons dans une sorte d'optimum. Ce que dit Schopenhauer, c'est d'une certaine manière exactement l'inverse. Non seulement nous ne sommes pas maîtres de notre existence, mais nous sommes d'une certaine manière traversés par une force, nous sommes voulus par une force. Cette force s'appelle la vie. Et de la vie, nous ne sommes que des manifestations, des formes, et cette vie passe à travers nous. Et d'une certaine manière, elle nous veut. Elle nous fait vivre, elle nous porte, et par exemple, lorsque nous avons du désir, et que nous imaginons vouloir quelqu'un, aimer quelqu'un, ce n'est qu'une illusion, car c'est la vie qui fait en sorte que nous nous reproduisions, qui, par le désir, va faire en sorte que l'espèce se perpétue. Et ainsi, la vie, selon Schopenhauer, est une souffrance, et cette souffrance est que nous ressentons des émotions, des passions, et nous perpétuons ainsi l'espèce. Il y a comme une cruauté de la vie, et c'est ce que Schopenhauer appelle le vouloir vivre, comme si cette vie était dotée d'une volonté, et que nous étions simplement des manifestations biologiques de cette chose qui nous échappe. Donc, à cet égard, la seule manière d'échapper à cette souffrance-là, c'est, nous dit Schopenhauer, plusieurs moyens. La compassion,
c'est-à-dire une manière d'éviter de porter soit seul la souffrance en la partageant, en ressentant avec quelqu'un d'autre, ou bien l'art, qui nous permet de nous extirper un moment du monde, ou bien, troisième forme, puisque Schopenhauer est influencé par les philosophies orientales, par le nirvana, c'est-à-dire le fait de sortir du monde et d'aboutir à une sorte de détachement comparable à celle de Bouddha, une forme d'indifférence, une forme de distance. En tout cas, ce regard pessimiste porté sur le monde, il faut savoir qu'il a une influence déterminante dans toute la partie de ce siècle, et que par exemple, des auteurs comme Zola, comme Maupassant, des médecins, des philosophes, vont être profondément influencés par cette pensée et par cette vision noire du monde qui fait que la vie est d'abord une souffrance, et une souffrance de surcroît portée par une sorte d'appétit. C'est pour cela, par exemple, que la fin du siècle est assez fascinée par la question sexuelle, vécue comme une espèce d'appétit vorace, de dévoration, comme une manière d'instinct qui pousse à se reproduire. Ainsi, si vous regardez le théâtre de Strindberg, la manière dont les êtres se dévorent, se déchirent, dont la question de la génération est centrale, si vous regardez l'œuvre de Zola, Nana, la curée, etc. C'est-à-dire cette manière, j'allais dire, biologique de voir le monde, cette manière animale, eh bien, elle tire ses racines de ce regard, celui de Schopenhauer. Mais Schopenhauer s'est fait l'écho d'une certaine manière d'un certain monde, tout comme, et c'est le deuxième maître du soupçon qu'on peut ici évoquer, Nietzsche, autre philosophe allemand, qui lui hérite d'une certaine manière de Schopenhauer, il commence par en être influencé, et Schopenhauer, avant lui, a dit, voilà, nous sommes dans un monde décadent. Et Nietzsche reprend ce concept de décadence. Nietzsche écrit un peu avant Cyrano. Né en 1944, il devient fou une quarantaine d'années plus tard, 1888-89, et il passera les 10 dernières années de sa vie dans la folie jusqu'en 1900. Donc, autant dire que le moment dont parle Nietzsche, c'est le moment qui précède juste Cyrano. Et que nous dit Nietzsche? Nietzsche dit, voilà, le monde est dans une décadence totale. Dieu est mort, et nous l'avons tué. Nous avons tué Dieu, nous avons tué toute forme de transcendance, toute forme de grandeur. Nous avons successivement posé des idoles, et ces idoles, qui ont pu être Dieu, qui ont pu être jusqu'à la science, eh bien nous avons fait grandir, puis dégénérer, et finalement, il ne reste rien, et nous sommes, nous dit Nietzsche, à l'état du dernier homme. Nous arrivons à un stade où la décadence de l'Occident est telle qu'il n'y a plus rien après. Simplement, et c'est là la force de Nietzsche, il s'agit de dépasser pour lui cette décadence. Et il va appeler à autre chose, un dépassement de la décadence, par exemple par le surhomme. Il n'empêche que cette manière de considérer l'ensemble de l'Europe, de l'Occident, en particulier l'Allemagne d'ailleurs, c'est pour ça que la récupération par les nazis de Nietzsche est un retournement complet, parce que Nietzsche avait une profonde détestation de la barbarie allemande, d'une certaine figure de la force, si vous voulez, la bête blonde. Enfin. Donc, ce dépassement, pour lui, doit être un dépassement par l'esprit, par l'art, etc. Mais il constate effectivement la grande décadence, dit-il, de son temps et de ce qu'est devenu l'Occident. Donc, vouloir vivre dans la souffrance avec Schopenhauer, décadence, constat nihiliste, c'est-à-dire constat qui est que rien n'a plus de valeur, rien n'a plus de sens avec Nietzsche, un nihilisme qu'il faut certes dépasser, mais dont il observe la présence. Et puis, au-delà de cela, sous un troisième volet, au sein même de la conscience et de l'âme humaine, une troisième forme de soupçon se porte, et c'est avec le médecin, neurologue, puis psychanalyste, Sigmund Freud, que cette critique se fait jour. De quoi s'agit-il là? La psychanalyse vous est aujourd'hui bien connue, mais il faut savoir qu'elle constitue un choc extrêmement violent au moment où Freud écrit, c'est-à-dire précisément cette fin du XIXe siècle. Les études sur l'hystérie rédigées avec Breuer datent de ce moment-là, juste au moment de Cyrano. Et à ce moment-là, que dit Freud? Eh bien, que l'homme qui se pensait sûr de sa conscience, qui pensait que la raison gouverne sa vie, toute l'idée cartésienne finalement que je suis maître de moi comme de l'univers, c'est un vers d'Auguste de Corneille, mais ça pourrait être une parole de Descartes, c'est-à-dire l'idéal de maîtrise, de conscience, de raison, de rationalité, toute cette veine qui va
fonder le rationalisme, le développer jusqu'à la science moderne, eh bien, Freud dit que c'est une illusion complète que cette manière d'être maître de soi. Freud a cette phrase, l'homme n'est même pas maître en son propre navire, puisque, comme vous le savez, selon la théorie freudienne, la psyché, l'âme, se divise en plusieurs parties, et la partie immergée, si vous voulez, la partie qui est en dessous, l'inconscient, est la partie la plus importante, évidemment, et la conscience n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Et nous sommes en quelque sorte agis, là aussi, de même qu'on était agis par le WW chez Schopenhauer, nous sommes agis par ces forces inconscientes, comme les pulsions, comme tout ce qui est en nous refoulé. Donc nous ne sommes absolument pas en situation de maîtrise. Et enfin, quatrième critique, quatrième soupçon, quatrième vacillement qui s'opère dans ce qui ont pu être les repères jusqu'alors et les socles, la question même du monde et de l'espace-temps. Un scientifique allemand, Florence en Suisse, un certain Einstein, élabore une théorie, et c'est moins d'une dizaine d'années après Cyrano, théorie que vous connaissez, la théorie de la relativité, qui dit que non, le temps n'a pas de valeur absolue, et même le temps que nous pensions être une forme de repère stable, le temps des horloges, pas le temps de la conscience, dont Saint Augustin parlait déjà en disant le temps de la conscience est subjectif, et il y a un temps de la conscience, et ce temps est totalement variable. Donc, non pas seulement le temps de la conscience est variable, mais le temps même qui est censé être le temps objectif, le temps scientifique, le temps de l'univers est lui-même variable. Donc, vous voyez bien qu'avec ce regard-là, qui se déploie, et ces regards croisés qui d'ailleurs se nourrissent les uns les autres, puisque Nietzsche a été influencé par Schopenhauer, Freud a lu Schopenhauer et Nietzsche, etc., vous voyez bien comment, finalement, ce qui constituait des repères, à savoir la vie, la conscience, le temps, la volonté, la transcendance, Dieu, eh bien, toutes ces références, toutes ces références et socles sont profondément ébranlés, sinon ruinés en partie par ces regards-là. Et donc c'est un moment de grand doute qui s'opère en cette fin du siècle, et certainement que cela alimente un certain état d'esprit, qui d'ailleurs va être caractérisé comme l'esprit fin de siècle. Voilà pour le point de vue que j'appellerais intellectuel, mais s'y ajoute à cela, à cette fin de siècle, à cette grande décadence, une conjoncture historique qui fait que, effectivement, la décadence est vécue non pas comme une interprétation du monde, mais comme une réalité absolue. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, nous sommes en période de grande dépression. Grande dépression, vous savez qu'il y a cette théorie des cycles économiques qui fait que on considère qu'à une phase de croissance succède une phase de dépression, une théorie bien connue. La question d'ailleurs, depuis combien de temps sommes-nous en crise et avons-nous un jour retrouvé la croissance? C'est une période de 40 ans de crise, assez long. En tout cas, cette théorie des cycles, qui a été observée, fait que cette deuxième partie du XIXe siècle, précisément entre 1873 et 1896, donc cette période-là, 1873, il y a un certain nombre de crises, de faillites, etc., et une reprise économique qui va commencer à la fin du siècle, eh bien c'est une période de dépression économique. Et cette dépression économique est, pour un ensemble de facteurs, assez violente, et c'est une crise un peu nouvelle des crises précédentes, puisqu'elle est liée à une nouvelle forme d'organisation, en l'occurrence, je reviendrai dans un instant, un nouveau monde industriel, qui évidemment va changer complètement les perceptions. En tout cas, cette dépression économique, cette dépression, va de pair, en France en particulier, puisque Cyrano est une œuvre très française, on va le voir, avec une crise profonde de la République, République qui, vous le savez, a mis un siècle à s'installer en France. L'historien français François Furet a même dit que la Révolution française a duré un siècle, puisqu'elle a commencé, disons, 1789 et même des prémices avant, et puis que la République ne s'installe qu'un siècle plus tard. La Troisième République, il faut un siècle, et vous connaissez les révolutions du XIXe siècle, la Restauration, les deux empires, etc. Donc c'est un long périple à travers des régimes, jusqu'à arriver enfin à une République qui va durer un peu plus que 4 ans, comme la Deuxième République, et qui va durer là pour le coup plusieurs décennies. Il n'empêche que
en ce début de la Troisième République, commencé en 1870-71, elle a commencé déjà par une défaite. Une défaite contre la Prusse, et en plus, un sacrifice sanglant qui est l'écrasement de la Commune de Paris, avec le massacre de près de 10 000 habitants de Paris, artisans, ouvriers, etc. Donc il y a un crime originel, si vous voulez, de la République, que d'ailleurs l'extrême gauche ne parlera jamais, et il y a aussi le sentiment d'humiliation profonde avec la perte de l'Alsace et la Lorraine, qui va alimenter tout le nationalisme, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'idée de patrie passe à droite, voire à l'extrême droite, puisque la notion de patrie était d'abord une notion qui s'opposait à l'idée de monarchie, et que la patrie est d'abord une invention de gauche, avec la Révolution française. C'est à ce moment-là, dans les années 1870-80, avec la défaite contre la Prusse, que la patrie va passer à droite, mais à l'extrême droite, et que le nationalisme, avec Barrès, Maurras, etc., va se constituer. C'est le moment aussi où l'extrême droite française, telle qu'elle a évolué jusqu'à nos jours, se constitue avec un rejet de l'autre, avec un rejet de l'étranger, du juif, du franc-maçon, moment où l'antisémitisme part en flèche, moment où il y a l'ensemble d'ailleurs d'affaires, la fameuse affaire Dreyfus qui commence un an avant Cyrano de Bergerac, et qui divise la France profondément, et qui la restructure politiquement. Donc c'est un moment extrêmement incandescent, un moment de grande contestation de la République, un moment où non seulement, comme ça a été le cas pendant un siècle, il y a une opposition entre les monarchistes et les républicains, mais ça, ce combat, si j'allais dire, est classique, mais il y a désormais une autre forme de critique qui accuse la République de corruption. La corruption de la République, la corruption de la démocratie, la corruption des élites, avec des scandales, des parlementaires qui ont été achetés, corrompus, etc. Donc tout un discours qu'on retrouvera d'ailleurs dans les années 30, et qu'on retrouvera d'ailleurs à d'autres moments de notre histoire dont certains ne sont pas éloignés, c'est-à-dire cette critique radicale de la démocratie, la République corrompue, etc. Donc un moment violent dans cette dépression, un moment d'ailleurs où il y a des attentats, avec des anarchistes, notamment l'assassinat du président de la République, qui a eu lieu juste avant Cyrano de Bergerac, en 1894, à Lyon, avec une bombe qui est lancée au sein du Parlement. Et puis ça n'est pas seulement le cas en France, c'est le cas aussi, par exemple, en Russie, où le tsar est assassiné, et si vous prenez Dostoïevski, ou si vous prenez cette atmosphère de la fin du XIXe siècle, vous voyez que l'anarchisme, qui dénonce absolument l'État comme l'ennemi, veut en découdre, et on trouve ainsi ces figures, on retrouvera d'ailleurs chez Camus dans les Justes, cette image des anarchistes au 1900. Bref, tout ce moment-là est un moment violent de contestation d'un État républicain qui peine à se mettre en place, d'une structure, d'une société qui est en évolution. Et pourquoi est-elle en évolution? C'est la deuxième dimension de cette fin de siècle. Eh bien, parce que ce sont des années qu'on appelle les années électriques. Que signifie année électrique? C'est le titre d'un ouvrage de l'historien Christophe Prochasson, qui caractérise ainsi cette période, une trentaine d'années, la fin du siècle, parce que, selon lui, et je suis assez d'accord, il y a une sorte de congruence, de concomitance entre la deuxième révolution industrielle. Vous savez que la première révolution industrielle, c'est celle du charbon, qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, 1770-1830 à peu près. Donc c'est le moment où on invente une nouvelle forme d'énergie, avec la machine à vapeur, qui va permettre le chemin de fer. Et une nouvelle forme d'énergie permet une révolution complète dans la vitesse, dans la production. Et donc on passe d'une civilisation, si vous voulez, artisanale à une civilisation industrielle. Et évidemment, ça provoque une production de masse. Qui dit production de masse va vouloir dire à terme société de masse. Qui dit société de masse dit perte des repères et individus complètement décentrés, en tout cas déstructurés. C'est déjà ce que disait Baudelaire lorsqu'il évoquait ce nouveau monde industriel quelques années auparavant. Donc deuxième révolution industrielle, et c'est la révolution pour le coup de l'électricité, justement, en cette fin de siècle. L'électricité, le téléphone, d'où le pétrole avec voilà, la voiture, l'aviation. Donc c'est un moment assez pivot, le monde change. C'est un monde, vous pouvez encore croiser dans Paris, tout à la fois les calèches et en même temps les voitures. Donc deux mondes qui se frottent, la calèche, je vous rappelle que ce sont des siècles de calèche, et cet outil nouveau, c'est un monde absolument différent, et vous avez donc des vitesses qui se frottent et qui se croisent, si vous voulez. Pour vous donner une idée d'un changement d'échelle en termes de révolution industrielle, il faut se souvenir que pour aller de Paris à Avignon, au Moyen-Âge, par exemple, au milieu du Moyen-Âge, eh bien, il faut 3 semaines. Et il faut 3 semaines avec les chevaux du pape, qui sont les plus rapides. Aujourd'hui, il faut 3 heures. Voilà ce qu'est une révolution industrielle. C'est-à-dire que vous changez complètement d'échelle. Ce changement d'échelle, évidemment, est un bouleversement radical. Une société traditionnelle, paysanne, qui
vivait sur un certain nombre de rythmes avec des échelles de production, se retrouve ainsi confronté à un autre temps, à une perte de repères, et donc aussi à un rapport à la masse, et ainsi, je citais Baudelaire, Baudelaire dans un de ses poèmes en prose dit « horrible vie, horrible ville ». Je crois que je l'avais évoqué d'ailleurs pour Laurentatio. Ce rapport à un monde plus concentré, urbain, que vous voyez très bien départ chez Zola, avec ses foules, avec ce que ça implique aussi, cette fin du 19e siècle où vous avez les grandes villes qui se concentrent. C'est le Londres, par exemple, de Jack l'Éventreur et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire le monde où tous les fantasmes, cette grande ville des fantasmes, cette grande ville avec ses parts obscures, avec ses criminels qui rôdent, où évidemment il faut des Sherlock Holmes pour chasser les Jack l'Éventreur. Donc c'est l'invention aussi de ces figures, si vous voulez, urbaines, de détectives qui vont tenter de dépister le crime. C'est ce moment, si vous voulez, où la grande ville devient un sujet, et la grande ville industrielle, justement, avec ses ouvriers, avec ses foules, ou avec aussi cet anonymat. Donc, si vous voulez, ces années électriques le sont au sens à la fois, j'allais dire, scientifique et économique, et donc avec tout ce que ça implique en termes sociaux, mais également en termes spirituels. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fièvre, et c'est un moment où vous avez tout à la fois un très grand positivisme, c'est-à-dire une foi en la science comme le salut, la science qui va tout résoudre. C'est devenu le nouveau Dieu, c'est d'ailleurs ce que dit Nietzsche. Voilà, la nouvelle idole, c'est la science qui va être la solution à tout. On pense que la science, c'est le moment où les théories d'Auguste Comte se développent, c'est le moment où on croit beaucoup, d'ailleurs, que, effectivement, par des approches scientifiques du monde, on pourra tout comprendre. Et en même temps, vous avez des séances de spiritisme, vous avez cette espèce de fascination pour l'au-delà à la fin du siècle, vous avez des tables qu'on fait tourner, vous avez ces maisons hantées. Donc c'est un moment, si vous voulez, où d'un côté la science et de l'autre une forme, j'allais dire, de hantise se font jour de façon symétrique, un peu comme avec cette image de l'électricité qui est à la fois une force et en même temps comme si elle ouvrait sur l'autre. Donc c'est une sorte de brèche là qui s'ouvre. Et si vous avez vu un film qui est extrêmement intéressant sur ce moment-là qui s'appelle Le Prestige, Le Prestige, qui est un film du réalisateur Christopher Nolan, qui a notamment fait les Batman, Inception, etc. Et dans ce film, vous voyez l'histoire d'un magicien, plutôt de plusieurs magiciens, et un de ces magiciens utilise la science pour faire accéder à la magie. Et vous voyez comment ce moment 1900 est vraiment un moment où on passe d'un monde à un autre, où les choses sont comme ça en frottement, et évidemment ce frottement provoque tous les troubles imaginables. On le retrouve d'ailleurs aussi en termes esthétiques, puisqu'il y a à la fois un naturalisme qui va tenter de montrer le monde tel qu'il est, donc avec un regard scientifique. Je vous rappelle que Zola et tous les romanciers de ce moment-là, et c'est aussi contre eux évidemment que Rostand écrit, prétendent décrire le réel avec un regard scientifique. Le sous-titre de la série Les Rougon Macabres, la grande série en 20 volumes de Zola, c'est Histoire naturelle d'une famille sous le Second Empire. Histoire naturelle, pourquoi histoire naturelle? Parce que c'est l'idée d'avoir un regard scientifique, biologique, comme Claude Bernard qui a écrit l'histoire naturelle, l'histoire biologique donc de la société. C'est bien l'idée que c'est un regard absolument scientifique qui va permettre désormais à l'écrivain de comprendre le monde. Et au même moment, alors qu'il y a cette plongée dans le monde, que Rostand va évidemment dénoncer, vous avez une sorte d'échappée, d'abstraction, une sorte d'idéalisation par un autre geste artistique qui est le symbolisme, c'est-à-dire partir dans le symbole avec des pièces où justement il y a notamment des fantômes, en tout cas en peinture aussi, avec donc une sorte de déconnexion de la réalité et de sublimation de la réalité. Alors comment faire le lien entre le réel et le sublime? Comment arriver à ne pas sombrer dans un réel qui est un lieu où les repères sont perdus, dissous, où il y a cette espèce de violence du présent, cette modernité. On dit parfois que la modernité commence dans les années 1880, on appelle la modernité. Bon, comment cette modernité violente qui perturbe tout, eh bien, n'est pas le seul contexte d'une part. Ou bien comment ne pas échapper au réel uniquement par une forme de sublimation, que ce soit le nirvana, qui est le détachement, ou une forme d'art. Eh bien, comment faire le lien entre le réel et le sublime? Comment dépasser le réel par le sublime? C'est certainement, à mon avis, Cyrano de Bergerac qui constitue, pour Rostand, jeune homme profondément mélancolique et profondément déprimé, une réponse. Alors, voilà pour ce portrait rapide de ce moment de décadence fin de siècle. Vous avez parlé des différentes théories de l'histoire et de la décadence comme une de ces théories.
Ici, on est vraiment dans un moment radical de sentiment de décadence, et clairement, Cyrano de Bergerac constitue à cet égard une réponse. Une réponse et un sursaut comment? Un sursaut qu'on pourrait qualifier à nouveau d'aristocratique. Ce serait vraiment intéressant, et il serait intéressant de se demander ce que peut constituer un héros démocratique, sinon le peuple. On a évoqué cette question avec Laurent Daciot, mais qu'est-ce qu'un héros de l'âge démocratique? C'est un débat que nous avons eu un peu entre nous déjà. Mais en tout cas, la figure à laquelle Edmond Rostand, jeune homme de 29 ans, fait appel, c'est une figure aristocratique. Cyrano de Bergerac. Alors certes, une petite aristocratie, on va voir laquelle, mais clairement, il s'agit d'une réponse qui est d'abord personnelle. Au moment où Rostand écrit, il est en profonde dépression, il est né en 1868, c'est-à-dire qu'il a 20 ans, et comme le dira quelqu'un plus tard, et il ne laissera dire personne que c'est le plus bel âge de la vie, il a un peu plus de 20 ans, et il prend de plein fouet cette décadence. Et Cyrano est une manière de cri et de tentative de dépassement. Pourquoi? D'abord parce que Cyrano est clairement un héros chevaleresque. C'est un héros chevaleresque au sens où il incarne un certain nombre de perfections qui peuvent être caractérisées comme le chevalier. Et le chevalier, ce pro-chevalier d'ailleurs, n'est pas un hasard qu'on trouve sous la plume de Rostand et dans la bouche de Cyrano à un moment, la figure de Don Quichotte. Don Quichotte, c'est d'ailleurs la réponse que fait Cyrano à De Guiche, vous l'avez vu, il cite Don Quichotte par cœur. Et De Guiche lui dit prenez garde de ne pas attaquer des moulins, vous pouvez vous retrouver dans la boue. Et Cyrano lui répond ou dans les étoiles, avec son brio. Qui est Don Quichotte? Don Quichotte est un chevalier égaré qui est en contradiction avec son temps. Il chasse des moulins, il vit encore sur une éthique, si vous voulez, qui est une éthique antérieure, et il vit dans un monde d'illusions. Mais il a gardé cet esprit chevaleresque. Une autre figure d'ailleurs, nous allons évoquer Don Juan ensemble, une autre figure chevaleresque décalée hors de son temps, c'est Alceste dans le Misanthrope, qui dit « Je veux rompre en visière à tout le genre humain ». Alceste mène un combat pour la vérité absolue, pour la transparence, la sincérité, et que chante-t-il? Il chante une chanson du bon roi Henri, alors que nous sommes à l'époque de Louis XIV. Donc il est décalé hors de son temps. Pourquoi dis-je cela? Parce que lorsque Rostand choisit Cyrano, il est à contre-temps, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il fait un saut de 2 siècles et demi en arrière. Quand a vécu le vrai Cyrano de Bergerac? Parce que c'est une figure historique. Au début du XVIIe siècle. Exactement au moment de Louis XIII. C'est-à-dire au moment de D'Artagnan. Et comme par hasard, première scène de Cyrano de Bergerac, qui voit-on passer? D'Artagnan. C'est une sorte d'hommage. Les Trois Mousquetaires ont été écrits par Dumas 50 ans auparavant, 1844, le roman feuilleton triomphal du siècle, et là aussi, déjà, c'est le moment où Voltaire écrit, on sent cette modernité qui survient, qui surgit, et on fait appel à ces modèles historiques, si vous voulez, à ces grandes figures héroïques, qui sont comme des antidotes à ce présent perturbant. Eh bien, avoir recours à Cyrano, c'est avoir une démarche intempestive, au sens où Nietzsche le dit, ça veut dire revenir à un autre temps, ou décaler le rapport au temps, pour tenter de transformer son temps. Donc, Cyrano, 1630, c'est une figure d'héroïsme, qui n'est pas encore dans ce que va devenir la cour de Louis XIV, l'aristocratie policière. Nous avons parlé de Don Juan. Eh bien, à nouveau, je suis navré, je ne dis plus rien, c'est ainsi. Cyrano est un libertin. C'est-à-dire que c'est une figure indépendante, et c'est une figure, donc à la fois chevaleresque, frondeur et libertin. Je vais y venir, pour chacun des 3 cas, et voir comment ça compose une certaine image de l'héroïsme. Le chevalier, c'est celui qui a un idéal, et un idéal est un code. Et ce code, c'est un code de l'honneur. L'honneur, valeur absolue, valeur que Cyrano considère comme absente chez les autres, par exemple chez De Guiche. Et cette valeur absolue de l'honneur fait que on va jusqu'au bout. Et qu'on tient jusqu'au bout. Un choix, une posture, une valeur. Cet honneur-là fait que, et c'est sans doute une des définitions de l'héroïsme que nous avons déjà croisées, on est prêt à exposer sa vie. Et que
on fait montre de courage, de bravoure, même dans un contexte de folie. Par exemple, fin de l'acte 1 de Cyrano, lutter à 1 contre 100, à la porte de Delphes. Donc, cet honneur-là va de pair avec une bravoure qui fait qu'un exploit est accompli sur le champ de bataille, qui passe par les armes, puisque Cyrano est un homme d'épée, pas seulement, on va le voir, mais qu'il a cette espèce de capacité à exposer sa vie pour une cause qui lui est supérieure. Donc, un chevalier est une figure, je l'ai dit, du moment 1630, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là que la pièce commence, 1640 très précis, et la pièce va se terminer 15 ans plus tard, c'est-à-dire, elle commence sous Louis XIII, et elle se termine au moment où Louis XIV va arriver au pouvoir. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde qui était le monde des trois mousquetaires, on va passer au monde des deux Guiches qui auront pris le pouvoir, le monde de la cour, le monde de la noblesse disciplinée. Donc on est encore dans un moment où la noblesse peut avoir l'épée à la main, se battre en duel, se défier, le moment vraiment d'Artagnan. Et c'est un moment d'ailleurs où il y a une certaine morale héroïque, dirais-je, c'est le moment de Corneille. C'est le moment du Cid qu'on cite à la première scène. À la querelle du Cid, j'étais là. C'est des répliques de la première scène. Ce Cid qui s'est passé 4 ans avant le début de la pièce. On cite Corneille, on cite Descartes, héros de la pensée. D'accord ? Il y a clairement un lien entre Descartes et Corneille, c'est-à-dire cette manière, comme le dit Pascal en se moquant de Corneille, d'avancer d'un si bon pas. D'accord ? D'avancer, d'avoir cette espèce d'élan héroïque, et donc au plan intellectuel, ou au plan théâtral, ou au plan historique. Donc, ce contexte-là, assez brillant, qui est ce premier moment-là, eh bien, c'est là que Cyrano surgit, l'épée à la main, et non seulement l'épée à la main, mais, j'allais dire, la plume à la main, puisque c'est cette caractéristique aussi, et c'est pour cela que Cyrano est un frondeur, c'est un homme qui a un héroïsme de provocation. Si vous prenez par exemple un héros comme Captain America, le film que vient de sortir aujourd'hui, eh bien, ça n'est pas du tout un héros de provocation, c'est un héros d'obéissance. Il fait son devoir, c'est une sorte de super soldat, et qui va absolument suivre ce qu'on lui dit de faire. Ou Superman, qui est aussi un bon soldat. Eh bien, puisque justement l'idée c'est une autre histoire de l'héroïne, là il s'agit non pas du tout de héros qui sont des héros par exemplarité, si vous voulez, ou s'ils sont exemplaires, ils le sont par exception. C'est-à-dire que frondeur, on l'avait évoqué lorsqu'on a parlé déjà de Donjon, souvenez-vous, c'est celui qui a une fronde, et c'est le nom qui a été donné par les ennemis des frondeurs, c'est-à-dire que ce sont comme des enfants qui vont se jeter des pierres et se rebeller contre les adultes. Donc on traite les frondeurs d'enfants. Mais dans la fronde, il y a l'idée d'une provocation, il y a l'idée justement d'une certaine forme de panache, d'une certaine forme d'indépendance, et il y a l'idée aussi d'une liberté de pensée. Et c'est une chose que Cyrano revendique absolument, c'est de ne pas avoir de maître. On pourrait dire qu'il est, si le terme n'était pas anachronique, il est anarchiste avant l'heure. C'est-à-dire le fait de servir personne, et comme il le dit dans un célèbre monologue, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul. Donc cette espèce d'indépendance forcenée, le fait de ne pas avoir de maître, le fait de préférer mourir de faim pour un beau geste, parce qu'il jette sa bourse, par exemple, d'un mois, et qu'il va se nourrir d'un grain. Donc, ce sens, si vous voulez, du geste, ce sens de l'exemplarité, eh bien, ça caractérise un esprit évidemment indépendant et clairement libre-penseur. Libre-penseur, c'est ce qu'on voit aussi dans la pièce, lorsque Cyrano dit « je tombe de la lune ». Je tombe de la lune, c'est une allusion à un texte qu'a écrit le vrai Cyrano de Bergerac, la figure originelle, qui a écrit plusieurs textes, dont un ouvrage qui s'appelle « L'autre monde ». L'autre monde ou les États et empires de la lune. Et dans ce texte, L'autre monde, Cyrano, l'auteur, donc, imagine qu'il part sur la lune. Et il imagine plusieurs manières d'aller sur la lune. Manières qui sont absolument racontées dans la pièce. Avec les marées, avec un chat, etc. Cela vient du vrai Cyrano. Et dans cet autre monde, ce qui n'est pas dans la pièce pour le coup, ce Cyrano tombe sur des créatures. Et ces créatures font exactement l'inverse de ce qui se passe sur Terre, et c'est une certaine manière d'être personne avant l'heure. C'est-à-dire c'est une manière de regarder la Terre par un autre côté. C'est-à-dire que vous vous mettez de côté,
et vous vous décentrez et vous regardez la chose à distance pour pouvoir mieux la comprendre, et bien cette espèce d'excentricité, cette manière de sortir du centre, cette manière de faire un pas de côté, de prendre les choses à distance et d'une certaine manière d'avoir une supériorité ou une indépendance, c'est clairement un geste de frondeur, un geste libertin, en termes intellectuels du terme, et c'est ce que Cyrano, le modèle historique, et Cyrano, le personnage, font admirablement, au plan à la fois historique et au plan théâtral. Donc, voilà pourquoi ce héros est chevaleresque à de nombreux égards, et évidemment, et c'est une deuxième dimension fondamentale, c'est un héros sublime. Il est sublime à tous les sens du terme, et c'est pour ça sans doute qu'il nous fascine. Il est sublime d'abord parce qu'il est complet. C'est-à-dire que c'est un héros à la fois d'épée et de plume, de cœur et d'esprit, qui est un poète et un duelliste. Donc c'est une sorte de héros complet, qui est assez rare. Il maîtrise à peu près l'ensemble des champs non seulement de la chevalerie, mais de l'héroïsme. Et cette complétude va de pair avec une intégrité, dont j'ai un peu parlé, c'est-à-dire un rapport à l'idéal. Et même, j'irais jusqu'à dire un rapport à l'absolu. Cyrano ne transige pas. C'est la fameuse scène des non merci, non merci, non merci. Voilà. Il n'y a pas de milieu, parce que pour un Cyrano, le milieu, c'est le médiocre. Vous savez que, par exemple, pour le philosophe Aristote, le milieu, c'est l'optimum. Le milieu, ça n'est pas la moyenne, ça n'est pas la chose intermédiaire, c'est le point parfait. Et si vous êtes trop, ben, c'est trop, donc vous allez tomber, et si c'est trop peu, voilà. Donc le milieu pour Aristote, c'est vraiment le point d'équilibre, c'est l'optimum. Alors que pour un Cyrano, évidemment, le milieu, c'est ce qui est moyen. Donc, c'est zéro. D'où ce rapport à l'absolu, c'est-à-dire l'absolu de l'amitié. On ne trahit pas un ami. Et donc, lorsque Christian meurt, alors que Cyrano allait faire l'aveu de son amour à Roxane, il allait le lui dire, et la première balle qui touche Christian, eh bien, la première balle du combat touche Christian qui meurt. Et Cyrano plonge dans un silence de 15 années. Silence qui ne lèvera jamais, et préférera, plutôt que de trahir son ami, mourir. C'est à l'article de la mort qu'il va avouer son amour à Roxane. Donc, absolu de l'amitié, absolu de l'amour, puisque lorsque Roxane lui demande « Je vous en prie, parlez de moi et protégez-le », protéger son rival. Qui d'entre nous protégerait son rival? Qui irait jusque-là? De surcroît, humilié face à d'autres. Par exemple, lorsque Cyrano se retrouve provoqué par Christian, qui l'insulte en face des autres Gascons, et Cyrano, apprenant que c'est son rival, ne le défie pas, ne le tue pas. Il avait tué pour moins que ça. Vous vous souvenez qu'au premier acte, Cyrano tue quelqu'un qui le provoque en disant que vous avez un nez très grand. Il le tue en duel, et il le tue en vers. Une sorte de danseur, bretteur, tout à la fois en improvisant, en dansant et en se battant. Et bien là, Cyrano a ce sublime de la générosité. Et la générosité, c'est le don absolu, c'est le don y compris jusqu'au sacrifice. Et le sacrifice de son bonheur, il y a des mots qui sont parmi les plus touchants de la pièce. Lorsque, par exemple, Roxane, qui vient de dire à Cyrano « Protégez mon rival, je vous en prie », s'en va, elle lui dit « Mais vous avez battu 100 hommes ?» Elle s'en va et Cyrano dit « Oh, j'ai fait mieux depuis ». J'ai fait mieux depuis, c'est le fait d'avoir accepté de protéger son rival. Et ce mot est sublime, comme tant d'autres dans la pièce, c'est-à-dire que le fait d'arriver à avoir la maîtrise de soi, et jusqu'au point qu'un amour violent soit réprimé au nom d'un certain idéal, eh bien, c'est ce geste-là qui est sublime, qui va évidemment jusqu'au sacrifice. Donc, sublime de la bravoure, sublime dans l'amour et dans l'amitié, d'une certaine manière, romantisme absolu de ce personnage qui a une passion et qui, comme il le dit, j'ai décidé d'être admirable en tout. C'est si vous avez reçu notre newsletter, c'est la citation que nous avons choisie. J'ai décidé d'être admirable en tout, admirable en tout point, jusque dans l'extrême. Alors ce héros, vous me direz, mais il a tout pour lui. Oui, il a tout, et en même temps, c'est pour ça évidemment qu'il nous est aussi cher, c'est un héros tragique.
chevaleresque, sublime, mais tragique. Pourquoi tragique? Eh bien, d'abord parce que c'est un héros profondément divisé. C'est un héros, d'abord, qui a une faille essentielle. Qu'est-ce que le nez de Cyrano? J'ai fait exprès de ne pas en parler jusqu'ici. Le nez de Cyrano, c'est cette espèce de plus qui exprime un moins absolu. C'est l'espèce de dépassement qui, selon lui, le défigure. Il est le seul à penser être laid. On lui dit juste qu'il a un nez très grand. Rien ne dit que Cyrano est laid. Rien. On dit juste qu'il a un nez grand. Est-ce que parce qu'on a un nez grand, on est absolument laid? Cyrano l'interprète comme une laideur absolue. Et donc, c'est d'une certaine manière comme pour Richard III, qui est encore plus difforme pour le coup. Là, Richard III au début dit je suis difforme, etc. Et donc je vais me venger du monde. Eh bien, cette espèce de manque est un manque essentiel, un manque ontologique, j'allais dire, un manque radical. Ce petit plus, c'est un grand moins. Et ce grand moins fait qu'il y a une faille absolue au sein de Cyrano qui fait qu'il ne peut pas aimer. En tout cas, il ne peut pas s'autoriser à aimer, pour être plus précis, et il ne peut pas accepter d'être aimé. D'où la possibilité de l'aveu. Sauf dans deux contextes. Lorsque, sous le balcon de Roxane, par la voix, il supplée à Christian qui ne peut pas parler, il n'arrive pas. Et donc, la voix sort, et à l'article de la mort, avec une des répliques les plus belles de la pièce, comme vous la lisez cette lettre. Parce que Roxane demande à Cyrano, lisez-moi la lettre de Christian, et il la lit. Et Cyrano lit la lettre alors qu'il fait nuit, donc il ne peut pas la lire. Et donc c'est à ce moment-là que Roxane, vous vous en souvenez, comprend que Cyrano est l'auteur de toutes les lettres, et que c'est cet amour-là qu'elle a prêté à Christian. Donc, il y a ce manque essentiel de ce personnage, cette espèce de faille absolue, et cette faille absolue va de pair avec une profonde ambivalence, une profonde division. Il y a comme un pacte faustien, d'une certaine manière, entre Cyrano et Christian. Cyrano, je serai l'âme et tu seras le corps. Donc il y a cette espèce de division, c'est deux hommes pour un amant, et évidemment le dindon de la farce, c'est Cyrano, celui qui monte prendre un baiser à Roxane, c'est Christian, ça n'est pas Cyrano. Donc Cyrano, d'une certaine manière, a la part de l'ombre, il a l'esprit sur le corps, et il est capable de la plus grande des bravoures, on l'a dit, sur le champ de bataille. Il va aller 2 fois par jour porter des lettres à travers les lignes ennemies, et en même temps, d'une pudeur totale, d'une timidité totale face à la femme qu'il aime. Paradoxe. Beauté intérieure, sublime intérieure, et sentiment d'une laideur extérieure, etc. Donc cette division-là est un trait, on l'a dit, on l'avait dit pour Loretta Shaw, souvenez-vous la dernière fois, profondément romantique, la division de l'être, le fait de ne pas pouvoir être réconcilié, le fait d'être ainsi complètement écartelé entre deux dimensions, et en particulier le sublime et le grotesque. C'est-à-dire cette absolue, et puis ce sentiment d'une dégradation, ce sentiment quelque chose d'absolument vil, qui est ici le nez et la laideur. Donc, cette division et cette ambivalence-là, cette complexité, fait qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de bonheur possible pour Cyrano, et j'irai même plus loin, il n'y a pas de succès possible pour Cyrano. Cyrano enchaîne les échecs, il y a certes un certain nombre de succès, notamment militaires, mais lorsqu'il mène à bout un plan, par exemple, ou lorsqu'il a une intention, elle est contrecarrée. Ainsi, il a couvert le mariage de Roxane et de Christian, justement en se déguisant en étranger tombé de la lune, en retenant De Guiche à la porte, alors que le prêtre marie les deux amants. Et lorsqu'il se découvre, et que les deux amants sortent, De Guiche aussitôt envoie Christian au combat, et donc les deux amants n'auront eu que le temps du mariage, le temps simplement de l'aveu. Je l'ai dit, lorsque Cyrano est sur le point de faire son aveu par 2 fois, lorsqu'il veut le faire chez Ragno, lorsqu'il dit à Roxane, il pense que le rendez-vous a été donné par Roxane parce qu'elle l'aime, eh bien, il se retrouve face à un rival qu'il doit protéger. Lorsque, sur le champ de bataille à Arras, Christian lui dit « c'est toi qu'elle aime, vas-y », alors qu'il dit « le bonheur est là peut-être, le bonheur est sur le point d'être saisi », et c'est là que Christian est fauché et que Cyrano entre dans son silence, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, et c'est pour ça que ce romantisme est un romantisme tragique, un rapport à l'échec de Cyrano, comme si la figure de Don Quichotte rattrapait le personnage. C'est-à-dire que ces moulins contre lesquels il s'est battu, certes, on projetait dans les étoiles, mais on finit toujours par retomber, comme on retombe de la lune, et donc retomber dans la boue et s'écraser, certes, avec sublime, mais il n'empêche qu'il n'y a pas de bonheur possible,
pour ce personnage-là. Il n'y a pas de positivité autre que le sublime du geste. Et j'aimerais à cet égard vous lire la fin de la pièce. Lorsque la mort vient, mais aussi que diable allait-il faire? Et que diable allait-il faire en cette galère? Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien, Sigi Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon. Je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce beau Christian, mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres, et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Ne me soutenez pas, personne, rien que l'arbre. Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre, ganté de plomb. Mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout, et l'épée à la main. Je crois qu'elle me regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous, c'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et qu'est-ce que tout cela? Vous êtes 1000, car je vous reconnais tous mes vieux ennemis. Le mensonge, tiens, ah, les compromis, les préjugés, les lâchetés, que je pactise, jamais, jamais. Car te voilà, toi la sottise. Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arrachez, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est le panache. Le panache, ce dernier mot de la pièce, et qui pourrait à lui seul résumer Cyrano. Le panache, c'est, vous le savez, la plume qui est au-dessus d'un chapeau. C'est ce qui surplombe le chapeau et c'est ce qui flotte et qui ainsi est cette espèce de légèreté, de grâce et qui permet que vous soyez au-dessus de tout le monde. Ralliez-vous à mon panache blanc, disait Henri IV. Henri IV, un Gascon. Car il est une dimension importante de Cyrano, qu'il faut citer ici, c'est, je parlais de son excentricité, c'est sa marginalité. C'est un marginal au sens où c'est un homme qui refuse d'être au centre des intrigues, au centre de la cour, qui a choisi d'être à côté. C'est un choix, choisi d'être excentrique, et il est gascon au sens où c'est un homme du Sud qui n'est pas un Parisien. Il est avec les cadets de Gascogne qui ont un accent, de même que Henri IV, ou de même que Don Quichotte, ou de même que D'Artagnan était un gascon, d'ailleurs. Don Quichotte était espagnol, donc encore en dessous. Donc ça veut dire qu'il y a une manière d'être en marge géographique, en marge politique et en marge, j'allais dire, éthique et même esthétique. Et cette marginalité, c'est évidemment une fatalité, c'est-à-dire une manière d'être toujours hors du bonheur, hors du coup, mais aussi, d'une certaine manière, au-dessus. Ce qui l'emporte, cette espèce de fierté, cet absolu, cette chose qui n'a pas une tâche, c'est le panache, et c'est donc cette élégance. C'est moralement, moi, que j'ai mes élégances. Réponse que fait Cyrano. C'est-à-dire une élégance aristocratique, un panache qui est évidemment une forme d'héroïsme, et c'est ce qui provoque en nous, certainement, cet enthousiasme. Et cet enthousiasme, me semble-t-il, c'est cette chose qui fait que la pièce est si forte. Vous savez que lorsque la pièce a été créée en 1897, 28 décembre, les spectateurs ont jeté sur le plateau leurs gants en hommage à Rostand. Tellement l'enthousiasme était extraordinaire. Vous savez, lorsque la pièce a été reprise à la Comédie Française en 1938, elle a été jouée pendant 38 ans. 38 ans. Le film a reçu 10 Césars. Ce n'est pas simplement parce que le film de Rameau est un bon film, ou que pour une fois Depardieu joue bien. C'est simplement parce que le personnage est un modèle de sublime. Est un modèle de sublime, c'est-à-dire que... J'exagère pour le temps. C'est-à-dire que ce personnage-là cristallise un enthousiasme. Et cet enthousiasme, vous savez que l'enthousiasme, c'est le fait d'être possédé par le Dieu. Littéralement, en théos, d'accord? C'est ce qui, le Dieu est en nous, c'est ça l'enthousiasme. Donc, traversé par un feu sacré, par un sentiment de sublime. Et c'est pour ça que cette époque de décadence radicale,
et sans doute que nous-mêmes, certaines époques qui se sont senties décadentes, ont convoqué Cyrano aussi, parce qu'il a cette capacité à provoquer en nous cette espèce d'élan, cette espèce de... Et pourquoi est-ce cela? Eh bien, parce que c'est un homme de parole. C'est un homme de parole, dans tous les sens du terme. Pas un homme de parole avec parole ES à la fin, comme chez Donjon, qui lui utilise la parole comme il le veut, la manipule et ne croit à rien. J'avais dit que Donjon est un homme sans obligation, un homme qui peut manipuler le verbe et faire tout ce qu'il veut avec. Là, la parole de Cyrano, et évidemment la virtuosité absolue du vers, du dire, de l'esprit, c'est un homme qui a la plume, qui est capable, par ses lettres, de bouleverser, donc toutes les formes de parole, qui est capable d'inventer un poème tout en se battant. Donc, c'est évidemment un homme de parole en ce sens-là, mais c'est un homme qui tient absolument la parole, c'est-à-dire qui est dans l'honneur et qui est dans cette espèce de vertige et de virtuosité du verbe. Et évidemment, c'est par l'art de Rostand que nous ressentons cela. Donc la pièce est un monument de virtuosité, c'est comme une sorte d'opéra d'enthousiasme, si vous voulez. Il y a les grands airs, il y a les duos d'amour, il y a les moments de solo de Cyrano, donc c'est aussi un chant absolu. Et cette manière d'enthousiasme, eh bien, il me semble que nous en sommes toujours, d'une certaine manière, les auditeurs, et je pense que ce panache-là, à une époque encore comme la nôtre, et peut-être est-ce la raison pour laquelle le Cyrano de Denis Podalides a lui aussi eu beaucoup d'écho, au-delà de la qualité de la pièce, c'est que je pense que nous avons besoin d'un tel panache et d'un panache de la langue, et sans doute qu'au théâtre, par de telles figures, de tels héros, un sursaut est possible, et que nous retrouverons là nous aussi, loin de toute déréliction, une forme d'élégance et une forme de dépassement. Merci. Merci beaucoup. Comme toujours, c'est un moment d'échange. Donc, à vous la parole et Zelda. On va faire le sous des micros. Je suis un peu frustré, peut-être que je m'en ai entendu, mon distraction. Vous aviez annoncé qu'il s'agissait d'une pièce française, inscrite dans le terreau français, et vous n'avez pas développé. Vous avez très raison. Alors, elle est française, vous allez en partir. Elle est française à plusieurs traits. Alors, elle est française d'abord par cet ancrage dans le début du XVIIe siècle que j'ai évoqué, c'est-à-dire à la croisée de D'Artagnan, Descartes. On est, si vous voulez, entre Descartes et Rousseau. C'est vraiment un rapport à l'esprit libertin, à la puissance de la raison, à la puissance du verbe, j'allais dire, à une certaine forme d'élégance. Donc, ça, c'est des choses que j'ai pu un peu évoquer, ce moment-là. Et aussi le moment, le sentiment de décadence à la française, la manière dont ça a été une réaction. Après, il me semble que Cyrano incarne un personnage très français, très gaulois, à de nombreux égards. Il y a ce rapport au trait d'esprit, ce rapport à l'humour, cette manière de... si vous pensez à un film comme Ridicule, par exemple, cette manière dont l'esprit est une marque sociale de supériorité. Il y a un rapport également à la provocation au défi. Vous savez qu'il y a ce mot qui, d'ailleurs, je crois, date de la fin du XIXe siècle, que le coq est le seul animal qui peut chanter en ayant les pieds dans la... Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire cette manière d'être capable même de fanfaronner, de braver, d'être bravache, etc. Voilà, les beaux jeunes hommes à moustache qui sont prêts. Donc, il y a cet esprit-là qui, aussi, à mon avis. Ensuite, dans la pièce même, par exemple, avec la figure de Ragno, le rapport à la gourmandise, à la gastronomie, etc. Évidemment, le rapport à la romance, toute la question de la séduction par la galanterie. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'aspects, me semble-t-il, dans la pièce qui incarnent d'une certaine manière d'esprit, à mon avis, d'esprit français mais qui encore se mythifie, parce qu'il y a une dimension évidemment mythique dans la pièce. C'est tel qu'on se projette alors qu'on sait que ça ne va pas si bien que ça. J'espère vous répondre un peu plus. Faut-il voter
Alors Alain, je souhaite vivement qu'il se présente, et j'attendais que vous vous déclariez. Je suis ravi. C'est une vraie bonne question. Si seulement l'époque avait un Cyrano, alors je pense qu'il ne se présenterait pas aux élections. Mais il faudrait quand même voter pour lui. C'est une pièce qui doit demander un travail énorme à la mise en scène. Ah oui, c'est aussi un défi de mise en scène, mais en même temps, la pièce vous le rend bien. La première scène, par exemple, est une scène où les répliques durent parfois un mot, deux mots. Il faut beaucoup de monde pour qu'elles vivent bien. Et effectivement, c'est un défi d'organisation, mais je pense qu'il y a un tel souffle à la pièce. Alors, on va être prochain de la mettre en scène en Angleterre, et c'est donc, en tout cas, c'est un projet qui est encore en cours, mais qui n'est pas immédiat. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de monde, et je pense beaucoup de précision. C'est comme pour l'organisation, pareil. Ah oui, oui, on aime que les pièces folles dans la compagnie caractère. Ah voilà une excellente question. Alors le Cyrano libertin, non, originel j'entends. Certainement pas, parce qu'au contraire, il a écrit par exemple une pièce qui s'appelle La mort d'Agrippine, qui est sa seule pièce. Il y a un vers très célèbre dans La mort d'Agrippine qui est Qui craint les dieux ne craint rien. Alors c'est assez génial parce que, évidemment, comme toujours dans les textes libertins, vous pouvez comprendre deux choses. Qui craint les dieux ne craint rien, ça signifie que si jamais je crains les dieux, je n'ai rien d'autre à craindre. Interprétation littérale. Par contre, qui craint les dieux ne craint rien, interprétation libertine, les dieux n'étant rien, si je crains les dieux, je ne crains rien. Donc, clairement, le Cyrano historique était athée, libertin dans ce sens-là, mais avec l'Église à l'époque, il fallait tout de même avoir la subtilité et la précaution de cacher sa pensée et sa parole. Après, le Cyrano de notre pièce, il n'est pas question de Dieu en fait, ça se passe dans un monde entre les hommes. C'est pour ça que c'est vraiment la vision d'un romantisme, si vous voulez, fin de siècle, projeté sur un personnage, j'allais dire baroque, mais le terme est ce serait trop vague. Voilà, du début du XVIe siècle. Clairement, il n'est pas question de Dieu du tout, jamais. Sauf avec le mariage, c'est là le seul point. Donc, ça reste une énigme, mais je pense que ça n'est pas le sujet. Ce qui prouve que c'est vraiment encore au-delà de l'athéisme, peut-être. Vous savez, c'est la différence entre l'impie et l'athée. L'impie, c'est celui qui, d'une certaine manière, brave Dieu en y croyant, fait des sacrilèges. Et l'athée, c'est celui qui brave Dieu en niant son existence. Mais plus l'athée brave Dieu en ce sens-là, et plus il peut, d'une certaine manière, faire exister Dieu. C'est ce qui se passe avec Don Juan, d'une certaine manière. Après, il y aura un stade qui serait encore au-delà, qui serait une forme d'indifférence. Je parle d'un athéisme militant, je parle d'athéisme au sens historique. Alors, après, il peut y avoir un athéisme qui est l'indifférence. Mais il y a une forme d'athéisme qui renforce, si vous voulez, en disant je nie Dieu, Dieu n'existe pas, qui est une manière de renforcer. Voilà. Donc je pense, d'une certaine manière, que ce Cyrano de la pièce, la question ne se pose pas. Ne se pose plus, me semble. Un sursaut. La pièce a déjà été jouée à l'étranger, mais il peut y avoir quel accueil, quelle réception. C'est un triomphe à chaque fois. Enfin, par exemple, en Angleterre, il y a eu dernièrement, les 30 dernières années, à peu près 5 mises en scène. On a eu en 1977 avec l'acteur Derek Jacobi, qui est un très grand acteur, qui a été un triomphe. Et en 1983, qui était un peu. Voilà. Donc, en tout cas, quand elle est bien mise en scène, ce qui n'est pas facile, elle rencontre un triomphe. De surcroît, c'est ce que on dit par exemple les Anglais, le film a beaucoup contribué au succès. Et maintenant, assez paradoxalement, le personnage est un peu comme Hamlet, considéré comme un personnage du patrimoine universel, tout en étant resté très français, évidemment. Oui. Est-ce que le cinéma, si on veut bien joindre, est-ce que c'est pas aussi l'éloge de la gratuité, dans tous les sens du terme, le refus des richesses, de la marchandise, et donc est-ce que c'est une protestation contre
évidemment, bien sûr, c'est une excellente remarque, et quand j'ai parlé d'un rapport à l'absolu, d'idéal, c'est évidemment une forme d'idéalisme en ce sens-là aussi, qu'il y a une protestation contre le matérialisme de l'époque, le fait de jeter la bourse, comme le dit son ami Lebray, quelle folie, et Cyrano répond, et quel geste. Donc effectivement, c'est une forme de gratuité, là aussi où on retrouve le panache, et c'est évidemment une forme de dénonciation, vous l'avez tout à fait bien dit, de tout ce qui est la cupidité, c'est ce que décrit Zola par exemple dans l'avidité moderne, où effectivement les valeurs dont on a parlé ont été remplacées par la valeur économique, ça on avait déjà parlé avec Lorenzo Nacho, c'est-à-dire effectivement l'argent qui, de Balzac à Zola, est absolument devenu la valeur, l'échangeur universel, la valeur centrale pour tout mesurer. Et évidemment que Cyrano, à cet égard, lui, parle des valeurs dont on a parlé, c'est-à-dire justement la bravoure, l'honneur, l'amour, etc. Donc ces valeurs absolues, et non pas du tout des valeurs relatives, qui sont les valeurs matérielles, évidemment, bien sûr. Et donc il y a une indifférence, et aussi le caractère incorruptible, il n'est pas achetable, puisque l'argent n'a pas de valeur, il n'est pas achetable. Voulez-vous être à mon service? Possible. Donc bien sûr, cet idéalisme-là, non seulement c'est l'idéalisme des idées, des idéaux, mais c'est l'idéalisme contre le matérialisme du temps, et absolument qui se déploie. C'est ce qu'on a au théâtre à ce moment-là, c'est Feydeau, La Biche, les histoires d'héritage, c'est ce monde-là. D'une certaine manière, Proust va écrire juste après, c'est Boravenis de Thomas Mann, c'est le début de la recherche de Proust, donc c'est le moment où on passe, si vous voulez, c'est la mort d'un monde, justement, d'un certain nombre de valeurs qui étaient des valeurs hautes, et puis la manière dont la question matérielle, l'argent, devient évidemment très dominant. Parce qu'avec la révolution industrielle, c'est le développement du capitalisme, bien sûr. Bien sûr, je n'ai pas développé ce point, mais c'est évidemment essentiel. D'autres idées ou idéaux? J'espère que vous aurez été inspirés et même enthousiasmés par Cyrano, que vous l'aimez toujours car il le mérite. Et Gabrielle étant malheureusement pas là aujourd'hui, puisqu'elle est un peu souffrante, c'est Zelda qui va conclure en tant que... Ah oui? Ah oui. La prochaine conférence, c'est le 30 avril. Merci Guillaume, qui a donc conclu à ma place. Non, merci encore beaucoup d'être aussi nombreux tous ces mercredis où on se retrouve. Et puis à la prochaine fois, donc le 30 avril, encore plus nombreux. Tu peux nous faire un amuse-bouche peut-être de ce que l'on abordera ce jour-là? Vous voyez comment Zelda m'a dit à merveille l'art du retournement. Alors, le 30 avril, donc, nous serons à l'avant-dernière étape de ce parcours, puisque nous passerons après, enfin plutôt pendant, mais quasiment après, on pourrait dire, la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire avec Kafka, la question de l'implosion, j'allais dire du héros de la catastrophe, puisque Kafka a, comme beaucoup de génies, cette capacité à j'allais dire prophétiser, en tout cas à entrevoir, si vous voulez, tout ce qui va suivre, à mon avis. On a dit qu'on voyait dans son œuvre la préfiguration du totalitarisme, etc. Donc c'est avec la figure de Joseph K, qu'on retrouve dans le procès, qui devient K dans le château, que nous allons explorer cette époque essentielle, qui, en gros, la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, et que je pourrais appeler le moment totalitaire, le premier 20e siècle. Voilà. Donc, venez parce que ça me paraît une étape importante de ce cheminement. Et heureusement, après cette implosion du héros, on verra comment il y aura un ultime possible dépassement après. Voilà. Merci beaucoup.